village de l'Étang au sud du village, qui était habité environ 4500 ans avant Jésus-Christ, et un village lacustre du néolithique cardial, un peu plus ancien de 500 ans, situé sur l'actuel site de Port-le-Canne. Plus tard, différentes peuplades se sont successivement installées ici, car de toute évidence, il y faisait déjà bon vivre. Ce furent les Ibères, puis les Illiciques, les Celtes, les Phéniciens, les Grecs, qui précédèrent la grande période romaine et gallo-romaine. Plus tard encore, entre le 4e et le 8e siècle, eut lieu le passage de ceux qu'on appelait les barbares. Ce furent les Vandales, les Burgondes, les Alamans, les Saxons, les Visigoths et les Normands, sans oublier les Sarrasins. Le Leucate fit partie intégrante du royaume de France à partir du 9e siècle. Autour de sa racine grecque de Leukos, son nom a varié maintes et maintes fois au cours des siècles. Entre 1080 et 1639, on a recensé dans les vieux textes 14 orthographes différentes du lieu, avant que ne s'impose la forme actuelle et définitive de Leucate. Sans parler de Bacchus. Le vignoble de l'appellation, d'origine contrôlée Corbière, est situé dans la région viticole du Languedoc-Roussillon et bien sûr dans le département de l'Aude. Sur plus de 87 communes, il remonte avec l'arrivée des Romains. L'appellation d'origine contrôlée Corbière produit des vins merveilleux, des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés, à consommer avec modération. Leucate est particulièrement vantée. Elle subit un régime de deux vents opposés. La tramontane souffle du nord-ouest à travers la montagne, comme son nom l'indique. C'est un vent sec qui chasse les nuages du ciel et dégage ainsi le soleil. Elle peut être violente et dépasser largement les 150 km/h. Par contre, puisque c'est un vent de terre, la mer reste plate, les vagues ne se formant qu'au large. Le vent marin, lui, vient de la direction complètement opposée, du sud-est. C'est donc un vent de mer chargé d'humidité. Il génère de la houle et de grosses vagues qui déferlent sur les plages. Lorsqu'une grande tempête de vent marin est associée à des pluies torrentielles, il y a alors risque d'inondation, en particulier à Leucate-Plage, car les eaux n'arrivent plus suffisamment vite à s'écouler naturellement. Ces deux vents, la tramontane et le marin, font aujourd'hui le bonheur des amateurs de glisse. Les fans de funboard et de kitesurf viennent à Leucate de très loin et toute l'année pour pratiquer leur sport favori. Le vent n'est plus un inconvénient, il est devenu donc un atout. C'est l'étang de Leucate qui nous fait face à présent. La dénomination officielle est étang de Salses-Leucate, mais les locatois ont tendance bien sûr à en oublier la première partie. C'est le second plus grand étang après celui de Thau, de ceux qui bordent le littoral languedocien. 18 km de long et une surface de plus de 5000 hectares. L'appellation étang pourrait prêter d'ailleurs à confusion car il n'est pas constitué d'eau douce. C'est un véritable lac marin, puisqu'on y pêche le loup, la dorade, on y élève aussi les huîtres et d'excellentes moules. Il n'est séparé de la mer que par un étroit cordon littoral sableux appelé le Lido, là où se trouvent les deux stations de Port-le-Canne et Port-Barquerets. Il s'est formé progressivement par un dépôt d'alluvions, enfermant petit à petit l'ancien bras de mer. Cette formation géologique est récente à l'échelle de la géologie, puisque ce lido ne s'est complètement refermé qu'il y a un peu plus de 2000 ans. Jusque-là, Leucate était encore une île proche du continent, dont le rivage correspondait à la retombée des Corbières sur l'actuelle rive ouest de l'étang. Leucate est donc désormais une presqu'île. Avant l'aménagement touristique du littoral, au milieu des années 60, il y avait beaucoup de petits pêcheurs ici, et bien davantage sur les temps qu'en mer. Sur les temps, c'étaient les anguilles qui représentaient une bonne part de la ressource.
Il y en a bien moins maintenant. C'est aussi vrai pour le poisson que pour les pêcheurs. Ceci expliquant en grande partie cela, les eaux de l'étang sont en effet devenues plus salées en raison des communications créées avec la mer lors de l'aménagement des deux grands ports, à Port-le-Cat et au Barcarès. Ces ouvertures n'existaient auparavant que sous forme de petits gros naturels, plus souvent fermés couverts. Les importantes résurgences d'eau douce du sud de l'étang, la Fundamont, adoucissaient sensiblement les eaux. Les pêcheurs d'étang utilisaient de très petites embarcations, les bétous et les bétounes, ainsi dénommées selon leur taille. C'étaient de toutes petites barques en bois, à fond plat, non pontées, habituellement propulsées par un pal, une longue perche prenant appui sur le fond, et parfois d'une petite voile latine. La petite pointe de terre située avant l'arrivée à Leucate-Plage, dénommée le Moral de Ville, délimitait jadis le mouillage de ces barques. La bande de terre située entre l'étang et la mer est longtemps restée insalubre et quasi déserte. C'est aux alentours du XIVe siècle que les Templiers font assécher une partie de la Salanque. Le lido barcarésien est laissé de côté, faute de moyens techniques. L'intérêt pour le site démarre à partir du XVIIe siècle. En 1659, le traité des Pyrénées est signé, officialisant la frontière sur les Pyrénées, et à cette époque, l'économie de la vallée de la Glie se développe, et avec elle les moyens de transport. C'est ainsi qu'un port est aménagé au Barcarès, sous la dépendance naturelle de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Se développant peu à peu, le Barcarès devient, au XIXe siècle, un port de pêche important, ayant même ses propres installations de construction navale où l'on fabrique les fameuses barques catalanes. De plus, à cette époque, la mode est au bain de mer. De nombreuses familles viennent passer du temps sur nos plages, improvisant d'éphémères villages de fortune le temps d'un été. Depuis la fin des années 60, avec les aménagements de la mission Racine sous la houlette de Gaston Pams et Georges Candélis, le Barcarès ne cesse de se développer avec un fort accent sur le tourisme évidemment. Mais pour autant, le Barcarès n'oublie pas son histoire, son patrimoine, son passé. Port Barcarès aujourd'hui, c'est la station du tourisme du 3e millénaire, avec ses efforts récompensés à plusieurs niveaux, puisqu'elle est aujourd'hui pavillon bleu pour ses plages et ports propres, avec le label également Station Label Kid, et enfin Port Barcarès qui a obtenu plusieurs années le premier prix régional des stations fleuries. Mais non, il fait des petits arrêts de temps en temps. Ah, c'est pour prendre un peu de... Ce massif montagneux situé de l'autre côté de l'étang est celui des Corbières. Il est apparu il y a plusieurs millions d'années, à l'ère tertiaire, par contre-coup à la formation des Pyrénées. C'est au pied de ce relief, là où passe aujourd'hui la route, l'autoroute et le chemin de fer, que les Romains aménagèrent une voie de communication stratégique, la Via Domitia, qui vit le jour en 122 avant Jésus-Christ. Elle fut réalisée par le général Domitius, d'où son nom, pour assurer définitivement l'empire de ses possessions en Ibérie, l'actuelle Espagne. Elle devait ensuite favoriser l'accès des terres aux colons romains, après que la victoire des Romains à Alésia en 52 avant Jésus-Christ, qui affirma leur mainmise sur notre région. Cette Via Domitia fut ainsi à l'origine du développement des villes riveraines comme Narbonne. Près d'un siècle avant la réalisation de la Via Domitia, en l'an 218 avant Jésus-Christ, c'est par cette même route, celle qui est devant nous, que le général carthaginois Hannibal avait gagné l'Italie pour obtenir par la force la restitution de la Sicile et de la Sardaigne et imposer définitivement son pouvoir en Espagne. Elle était à la tête d'une armée de 38 000 hommes qu'accompagnaient 37 éléphants qui battirent par 3 fois les légions romaines. Et à 2 pas de l'étang du Barcarès.
Le futur parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée montre la voie à suivre pour parvenir à un développement raisonné de l'éolien dans notre département. Son territoire de 27 communes accueille la plus grande centrale éolienne de France, 20,8 MW à Treilles et un total de 40 000 MW éoliens installés, soit 18% de la puissance installée en France. Aujourd'hui encore, la zone du parc est particulièrement recherchée par les entreprises qui développent des projets éoliens, tout comme Fitou, qui alimente à elle seule plus de 10 000 foyers en énergie naturelle. Je sais pas. Théo, tu veux pas échanger de place avec moi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la roue et je peux pas étendre la jambe et que j'ai mal. Ah oui, mais il veut pas. Tu voudras échanger avec moi? Non, non, c'est qu'il était plus petit, ça allait. Allez, Théo, Et puis toi, tu restes plus pour maman. échange avec moi. Non, je veux être avec ma maman, avec mon chien et ma maman comme ça. Oui, oui, t'abuses, Théo. J'ai mal à ma jambe, mais... Hectares et une profondeur maximale de 3,30 m. Il est composé de deux cuvettes, une côté Sals et l'autre côté Le Cap. Elles sont reliées par un grand espace submergé et peu profond. L'étang est alimenté en eau douce, essentiellement par deux résurgences de la nappe phréatique du karst qui se trouvent au pied des Corbières. Il est aussi en communication avec la mer par 3 chenaux, les gros équipés de portes, qui sont ouvertes et fermées en fonction des saisons et en relation avec la migration des poissons. On retrouve sur l'étang comme activité bien sûr la pêche traditionnelle, la conchyliculture, l'aquaculture et évidemment la pratique de tous les sports nautiques. Ou le lac Marin va d'une ligne est-ouest passant par le petit village de la Franquie jusqu'au nord du village du Barcarès, soit quelques 14 km dans une direction nord-sud avec une largeur moyenne d'environ 5 km. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que l'étang de Port-Barcarès possède un écosystème particulièrement riche. Particularité géophysique aussi de ce lieu, c'est la relative faiblesse de profondeur qui permettait au cours du Moyen-Âge de le traverser à pied. Très apprécié des véliplanchistes, il n'est pas rare de voir des centaines de voiles multicolores s'agiter sur fond de canigou. Seule la partie nord de l'étang présente une activité intense tout au long de l'année. Cela n'empêche néanmoins pas de voir quantité d'oiseaux migrateurs y faire halte pour un bal de pâtes. Les flamants roses sont les plus nombreux et les paparazzis écologiques devront se montrer très discrets pour pouvoir les photographier. Beaucoup plus difficile à filmer, les êtres sous-marins de l'étang n'en sont pas moins nombreux. De la légendaire anguille, les loups, les saucanelles et autres espèces fréquentent ces eaux chaudes et calmes, souvent pour s'y reproduire. Outre la faune, la flore réjouit bon nombre de connaisseurs. À noter que l'étang de Barcarès est un des rares endroits en France aujourd'hui où l'hippocampe, appelé aussi cheval des mers, est amené à avoir adopté ce lieu particulièrement propice à sa reproduction. De l'histoire de la montagne sacrée des Catalans, le pic du Canigou. En catalan, le pic del Canigou. Il est le dernier sommet oriental de la chaîne des Pyrénées, est situé dans le Conflent, en Catalogne française, et culmine à près de 2785 mètres, d'après les dernières mesures GPS. Sa situation géographique offre une fantastique vue sur la plaine du Roussillon, permettant même, par temps clair, d'apercevoir Barcelone ou encore Marseille. Ce sommet célèbre chez les Catalans est aussi renommé pour héberger à son pied l'abbaye de Saint-Martin du Canigou. Le Canigou est un véritable symbole national en Catalogne, inspirant des poètes, comme entre autres Jacinthe Verdaguer. Une chaîne de montagnes également très importante pour tous les Catalans. Le saviez-vous, la chaîne des Albères est longue de 35 km. Elle se jette dans la Méditerranée, au Cap Creu et également du côté de Collioure. La chaîne des Albères sépare la Catalogne en deux parties et fait frontière entre la France et l'Espagne.
notre département. Le climat de type méditerranéen permet d'avoir des hivers relativement doux, les chutes de neige étant très rares en plaine. Les étés sont souvent très chauds et les vents jouent un grand rôle, en particulier la tramontane. Vent chaud en été du nord-ouest qui atteint fréquemment des vitesses supérieures à 100 km/h. Le vent marin ou d'Espagne apporte pour sa part la pluie lorsqu'il s'établit sur plus de 2 ou 3 jours. Il y a aussi un vent du nord, nord-est, appelé gargale ou narbonnais, en raison de son orientation, et enfin le Canigou-Linque, glacial en hiver, descendant tout droit du Canigou. J'adore ce mot, le Canigou. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est marqué pâté pour chien. Tout commence à changer à partir du XVIIe siècle. En 1659, le traité des Pyrénées est signé, officialisant la frontière non plus à la limite du Fenouillède, mais sur les crêtes pyrénéennes. Le Fenouillède, auparavant français, devient le lien naturel entre les Catalans et les Français. L'économie de la vallée de la Glie se multiplie et avec elle, les moyens de transport. C'est ainsi qu'un port fut aménagé au Barcarès, là où seules quelques maisons légères étaient construites sur la péninsule. Sous la dépendance naturelle de Saint-Laurent de la Salanque, village voisin, le port du Barcarès verra transiter de nombreuses marchandises telles que le vin, l'huile, les fruits, le poisson et le sel, denrées réglementées à l'origine d'une révolte en Val-Espire. Se développant peu à peu, le Barcarès devient au XIXe siècle un port de pêche important, ayant même ses propres installations de construction navale où l'on fabriquait les fameuses barques catalanes. De plus, à cette époque, la mode était au bain de mer, de nombreuses personnes venaient passer du temps sur ces plages. La Côte Vermeille. La Côte Vermeille, la bien nommée, se situe à l'extrême sud des Pyrénées-Orientales. Elle borde la Méditerranée à l'est et s'adosse au massif des Abers à l'ouest. Plus au sud s'étend la Catalogne espagnole. La Côte Vermeille est le nom donné à la côte rocheuse du sud du Roussillon. Elle commence au sud d'Argelès-sur-Mer et se prolonge jusqu'à la frontière espagnole, très exactement à Portbou, petit village situé à côté de l'ancienne villa du célébrissime peintre surréaliste catalan Dalí. La Côte Vermeille est composée de 4 communes du nord au sud, Collioure, Port-Vendre, Bagnols-sur-Mer et Cerbère. Les vignes cultivées en terrasse escaladent les pentes et remontent dans les vallées ensoleillées, produisant le fameux vin de Bagnols, grand cru de réputation mondiale, et le remarquable Collioure, vin de table AOC, tout aussi apprécié dans sa catégorie. Le climat, la lumière, les paysages, la mer, omniprésents, ont attiré des peintres célèbres comme Matisse et Derain et bien d'autres qui se sont souvent fixés dans le village où les ateliers et les galeries d'art se sont multipliés, inspirés par l'incontournable Côte Vermeille. Sur le côté, il y a une espèce de charrette-toi à 3 roues. Ah oui, oui, oui. La Glie est un fleuve côtier de 76 km de longueur situé en Roussillon. La Glie prend sa source au col de Linas, Voilà, près du c'est ça. Petch de Bucarac, dans les Corbières, département de l'Aude. Il passe ensuite dans les Pyrénées-Orientales par les gorges de Galamu, arrose le petit village de Saint-Paul-de-Fenouillé, où il est retenu par un barrage juste à côté de Caramani. Il passe également à Estagel où il reçoit le Verdouble et se jette enfin dans la mer Méditerranée, au sud de la station balnéaire du Barcarès.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du petit train de Port-Barcarès. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir la station de Barcarès, la station de vos vacances, avec ses quartiers, mais aussi son histoire, son passé. Nous vous souhaitons la plus agréable des visites avec le petit train de Port-Barcarès. Ah oui? Pourquoi? Oh là là. Oh là là là. Je veux pas savoir tout. Cabane des pêcheurs du Roussillon. Dans les Pyrénées-Orientales, dans la plaine côtière du Roussillon, les barracas de Sénil, terme catalan qui désigne la Sagne, le fragmite commun, qui pousse en abondance au bord des étangs, ont longtemps constitué pour les pêcheurs qui exerçaient leur métier de manière traditionnelle entre mer et lagune, à la fois un mode d'habitat et un outil de travail. Isolés ou regroupés en hameaux, ces baraques, dont il existe encore quelques exemples, sont les derniers témoins d'un mode de construction qui était répandu sur tout le littoral sablonneux de la côte méditerranéenne et bien sûr à Port-Barcarès. Étonnamment modernes par leurs principes isothermiques, leur adaptation au milieu écologique et leur intégration esthétique à leur environnement, les baraques répondaient parfaitement à leur fonction originelle d'habitat, outil de travail, dont les pêcheurs les considéraient comme le prolongement naturel à terre de leur bateau. Voici l'histoire des barques catalanes. Originaires de Catalogne, où elles étaient principalement utilisées pour la pêche des sardines et des anchois, les barques catalanes sont sans doute l'un des types de bateaux qui a connu le plus grand succès du point de vue de son expansion géographique dans toute la région. L'arrivée des pêcheurs catalans en Languedoc au XVIIIe siècle a contribué au développement de la pêche au large, en introduisant ce type de bateau dont les qualités nautiques avérées allaient pousser les Languedociens à en reproduire le modèle. Longue et fine aux extrémités relativement symétriques, la barque catalane se caractérise par sa grande voile latine, dont elle est pourvue, et avec qui elle est manœuvrée par 4 ou 5 hommes, avec son gréement particulier qui se compose d'un mât fortement incliné vers l'avant et d'une voile aux arrondis marqués. On constate aujourd'hui un fort attachement des associations et des particuliers à ce type de bateau, qui suscite toujours les passions. Cet attachement est d'autant plus fort dans les Pyrénées-Orientales et au Barcarès, où le modèle sert d'identité catalane. On ne peut pas parler du Barcarès sans évoquer le mot et le nom d'Hannibal. Voici son portrait. Né en 247 avant notre ère, Hannibal est le fils d'un général, Hamilcar Barca, qui combattit brillamment Rome pendant la première guerre punique. Hannibal avait passé son enfance dans les camps d'Espagne et s'était distingué de bonne heure par ses qualités d'intelligence et de bravoure. Il avait été élevé dans la haine des Romains. Il est impossible de savoir d'où lui vint l'initiative de la grande expédition qu'il entreprit contre Rome. Il aurait quitté le pays punique avec une centaine de milliers d'hommes et 37 éléphants. Il devait perdre la moitié de cette armée avant de rencontrer les Romains. Hannibal comptait sur la force de ses animaux pour écraser l'ennemi romain, de l'Espagne à l'Italie. Le célèbre Hannibal est donc passé par le Barcarès, d'où le nom de l'avenue qui porte son nom encore aujourd'hui. Période douloureuse, la Seconde Guerre mondiale. La période de la guerre est le mémorial des anciens combattants aux 3 colonnes en témoigne encore aujourd'hui.
Au mois de mars-avril 1939, on vit arriver les premiers réfugiés de l'armée républicaine espagnole sur la plage du Lido, qui accueillera jusqu'à 60 000 réfugiés. En septembre, lorsque la guerre éclate, certains réfugiés s'engageront dans le premier régiment de marche des volontaires étrangers. Dorénavant, la mémoire de ceux qui sont tombés sera préservée à jamais sur le monument qui leur a été dressé au Lido, le mémorial des Trois Colonnes. Le 12 novembre 1942, l'occupation allemande de Barcarès met en place un dispositif de défense avec un canal anti-char sur l'emplacement du Gros Saint-Ange. Des lignes sont menées, 2 blocos sont construits en bordure de mer et les habitants sont chassés du village en août 1944. Ce n'est qu'au début de 1945 que le village retrouvera ses habitants. Devenu depuis le paquebot des Sables. Construit au Danemark dans les chantiers navals d'Orminster et Longport pour le compte de la commande australienne Adelaide Steamship Company, ce paquebot a été lancé en juin 1931 et reçoit le nom de Bourta. Jusqu'en 1955, il fera des croisières dans les eaux australiennes avant d'être revendu à la compagnie grecque Hellenic Mediterranean Lines qui double sa capacité en passagers, passe de 140 à 300 places. Ainsi modifié, il se voit affecter la ligne Beyrouth-Marseille et change de nom. Il s'appelle désormais le Lydia. Désarmé en 1967, il est revendu à la CEMETA dont le président Gaston Pams cherchait un symbole fort pour marquer la naissance de la future station balnéaire du Barcarès. Ensablé, il sera le premier bâtiment de la côte. Il sera revendu en 1974 à un groupe japonais qui y construit une discothèque et un casino. Puis il passera au groupe Partouche. Voici le Lydia. Voici le Lydia. Hein? C'est joli, non? Ah non, c'est pas bon. Maritime de la Catalogne. Port Barcarès est le lieu privilégié pour vos vacances. Cette station vous offre tous les plaisirs du grand large en pleine nature. 8 km de littoral côté Méditerranée, 7000 hectares de lacs marins bordés de marinas et autres hébergements inspirés par l'habitat traditionnel des pêcheurs. Une symbiose parfaite entre navigation d'autrefois sur l'art catalan et sport nautique ultra moderne. Port Barcarès a su conjuguer avec bonheur modernisme et authenticité. 4 quartiers à consommer sans modération. Le village avec ses marchés, sa plage, le port regroupant la pêche traditionnelle et la plaisance, le Lydia, paquebot ensablé sur la grande plage, et le lac marin, paradis des sports nautiques. Une station de sport et de loisirs, équitation, plaisance, planche à voile, nautisme, thalassothérapie, kitesurf, randonnée vélo et VTT, tennis sont autant d'activités proposées à Port Barcarès. Une station animée toute l'année. Les plaisirs de la fête illuminent vos soirées avec plus de 250 animations ludiques, sportives, culturelles et traditionnelles, telles que la patinoire sur place en hiver, la fête de l'huître, le carnaval, les feux de la Saint-Jean, la fête des pêcheurs et bien d'autres animations. Port Barcarès est une station respectueuse de l'environnement, soucieuse de répondre aux exigences du tourisme de ce 3e millénaire. La station de Port Barcarès a vu ses efforts d'ailleurs récompensés à plusieurs niveaux. Pavillon bleu des plages et ports propres, station Label Kid et premier prix régional des stations fleuries.
Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre belle station balnéaire. Bienvenue à Port-Barcarès. Tu sais quoi? Elle en a plein d'autres. Nous allons vous parler à présent de l'origine du drapeau catalan, le fameux drapeau Sanqueor. La légende explique que quand le comte Guifré Alpelos, en 878, régissait les 11 comtés catalans, les Normands ont attaqué les dominations du roi franc, Charles le Chauve. Face à la terrible force des Normands, Comment le ça roi a diffère, le sollicité truc? de l'aide Parce que c'est et à la l'appel de console. son roi, Guifré n'a pas hésité à lutter à son côté, accompagné de ses cavaliers. La bataille fut terrible et l'attaque des Normands plus violente que les troupes de Charles le Chauve, qui se trouvaient